Il est 7h30 à Abidjan et Bamako, 9h30 à Paris. RFI Matin, l'actualité africaine et à la une du journal Céline Pellarin. Cette question, 8 jours après le coup d'état militaire qui a renversé Alpha Condé, que va-t-il se passer en Guinée? Et les Guinéens attendent la feuille de route des putschistes qui ont constitué le CNRD. Prochaine étape pour la junte, l'organisation dès demain de concertation nationale avec les forces vives de la nation pour élaborer un plan pour la future transition. Week-end meurtrier dans plusieurs pays du Sahel. Niger, Burkina Faso, Mali ont été endeuillés par des attaques de groupes armés contre des militaires et des civils. On compte une vingtaine de victimes. En Côte d'Ivoire, c'est la rentrée des classes et 37% des 6 800 000 élèves vont retourner dans une école privée. Une marchandisation de l'éducation et ses dérives dénoncées par le mouvement ivoirien pour les droits humains, le MIDH, dans son dernier rapport. En Guinée, cela fait 8 jours qu'a eu lieu le coup d'état militaire qui a renversé Alpha Condé. Et la prochaine étape pour le CNRD, la junte au pouvoir, c'est d'établir sa feuille de route. C'est pour cela qu'une série de concertations nationales commence demain. Les forces vives de la nation sont conviées, les acteurs politiques, économiques et de la société civile espèrent y voir un peu plus clair sur une transition dont les contours demeurent très flous. À Conakry, envoyé spécial de RFI, Charlotte Hydrick. Pas un mot depuis une semaine, difficile de savoir quelles sont les intentions du colonel Doumbouya. Le chef de la junte a promis un gouvernement d'union nationale. Quelle sera sa composition? Qui sera à sa tête? Aucune indication pour l'instant, même si plusieurs formations politiques ont déjà annoncé leur intérêt pour y participer. Quelle sera la place accordée aux militaires et sur qui peut compter le nouvel homme fort? Pour l'heure, seul le colonel Amara Camara s'exprime au nom du CNRD via des communiqués et c'est le colonel Bala Samoura qui a accueilli la délégation de la CEDEAO la semaine dernière. Mais l'organigramme n'est pas clair, souligne un responsable de la société civile, pour qui le choix des personnalités qui seront nommées sera déterminant pour la légitimité du CNRD. Quid ensuite du calendrier? Le dilemme, c'est que beaucoup espèrent une transition rapide, alors qu'il faudrait prendre le temps pour qu'elle soit solide et préparer des élections libres et transparentes, affirme un observateur. Et puis, autre question cruciale, celle des moyens financiers pour redresser la Guinée. Réussir un coup d'État est une chose, conclut un analyste, gouverner en est une autre. Le plus dur est à venir. Charlotte Hydrick, Conakry, RFI. Et le président de la Guinée-Bissau a réagi aux événements du pays voisin, la Guinée, une semaine après le putsch. Umaro Sissoko Embalo, qui n'entretient pas de bons rapports avec le président déchu Alpha Condé, a redit à son retour de Bruxelles qu'il était opposé par principe au coup d'État. Le chef de l'État bissau-guinéen a dit qu'il s'est entretenu avec le chef de la junte guinéenne, le colonel Doumbouya. Il faut, dit-il, un retour à l'ordre constitutionnel, trouver une solution de sortie de crise pour la Guinée. Et le chef de l'État, Umaro Sissoko Embalo, dit s'activer à la libération d'Alpha Condé. La Guinée-Conakry traverse une situation très difficile. Ce sont nos frères. Je ne suis pas un ami d'Alpha Condé et nous ne le serons jamais. Lui aussi d'ailleurs ne le souhaite pas. Il fut tout de même mon homologue. Avec la Guinée, nos deux États sont obligés de coopérer. Moi, je condamne les coups d'État car je ne suis pas quelqu'un de subversif. J'ai eu des entretiens permanents avec plusieurs chefs d'État, dont les présidents Macron et Erdogan. Je fais partie des premiers chefs d'État que la junte a contactés et j'ai aussitôt condamné le coup d'État. Je suis intraitable sur les questions de coup de force. Je l'ai dit au colonel Doumbouya à 2 ou 3 reprises. Ma position lors du sommet virtuel de la CEDEAO a été très claire par rapport à cela. Nous n'allons pas regarder dans le rétroviseur. Il faut trouver une solution pour la Guinée. La CEDEAO va se réunir et dans un bref délai. Un médiateur sera désigné pour la Guinée-Conakry. Je ferai partie de la délégation des chefs d'État qui se rendront à Conakry pour une question humanitaire. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, il était au micro d'Alain Hiro Embalo. Plusieurs attaques de groupes armés ce week-end au Sahel, au Niger, dans la région de Tillabéri. 11 civils qui revenaient d'une foire ont été tués par des hommes armés non identifiés. Dans l'est du Burkina Faso, au moins 3 gendarmes ont été tués hier et plusieurs autres sont portés disparus. Cela s'est passé après une attaque par des djihadistes présumés contre leur convoi militaire dans le centre du Mali. Ce sont 5 militaires qui sont morts dans une embuscade tendue par des djihadistes d'un groupe non identifié dans le cercle de Massina. L'état-major
l'état-major malien ajoute que dans la riposte, 3 assaillants ont été abattus. La veille, déjà dans l'ouest du Mali. Et pour la première fois dans la commune de Didiéni, c'est à 300 km de Bamako, des hommes armés ont tué 2 camionneurs marocains. Puis c'est un convoi de passagers maliens qui a été intercepté avant de pouvoir repartir sans dommage. Les précisions à Bamako de Serge Daniel. Tous les témoignages concordent. Parmi les hommes armés en question, certains étaient cagoulés, d'autres portaient des gilets pare-balles et dans le groupe, au moins 2 personnes avaient en main des appareils de communication, des talkie-walkie. Ce sont d'abord les camionneurs marocains qui venaient du Sénégal en direction de Bamako qui ont été attaqués. 2 ont été tués, un autre blessé. Précision, les assaillants n'ont ni emporté de camion ni leur contenu. Quelques instants après, c'est un convoi de véhicules transportant des civils maliens qui empruntent le même axe routier. Parmi les passagers, au moins un magistrat. Il est formel, les assaillants sont des djihadistes et ils sont plusieurs dizaines et lourdement armés. Le convoi arrêté, les présumés djihadistes demandent des pièces d'identité des passagers. Le ton monte, finalement, tout le groupe est autorisé à repartir. Plusieurs questions. Les 2 Marocains tués étaient-ils ciblés? Ensuite, un exemplaire très visible du Coran dans un véhicule du convoi de civils a-t-il joué en leur faveur? Ici, les enquêtes se poursuivent. Des éléments des forces de sécurité et de défense du Mali ont été dépêchés sur les lieux. Serge Daniel, Bamako, RFI. Les cahiers, les stylos, les livres scolaires sont dans les cartables puisque c'est la rentrée des classes en Côte d'Ivoire pour 6 800 000 élèves. Plus d'un tiers d'entre eux vont prendre le chemin de leur école privée. C'est ce que révèle le MIDH. Le mouvement ivoirien pour les droits humains pointe de nombreuses failles dans le système éducatif de la Côte d'Ivoire. L'association dénonce notamment un phénomène croissant de la privatisation, de la marchandisation de l'éducation dans le pays et de ses dérives. Reportage à Abidjan avec François-Hume Ferkataji. 2 organisations spécialisées dans les droits sociaux et l'éducation se sont associées au MIDH pour produire cette étude entre 2019 et 2021 dans des établissements scolaires d'Abidjan, de Bouaké et de Daloa. Les auteurs de l'étude notent un important mouvement de privatisation de l'éducation. Drissa Bamba, président du MIDH. Selon nous, il y a trop d'acteurs privés dans l'éducation. Pour s'en convaincre, il faut regarder le ratio d'établissements publics et d'établissements privés dans les différentes localités. Le pays compte 3300 écoles privées qui accueillent un peu plus de 2,5 millions d'élèves, soit 37% du total du nombre d'élèves. Drissa Bamba déplore le non-respect des normes pédagogiques et sociales dans ces établissements privés. Au terme de notre étude, nous pouvons affirmer sans embâche que l'école est devenue aujourd'hui une marchandise qui permet à certains acteurs de notre système scolaire de s'enrichir. Ceux-ci relèguent au second plan la notion d'éducation et de formation de nos enfants. Le rapport note par ailleurs que la Côte d'Ivoire réserve 4% de son PIB à l'éducation nationale contre 5 à 8% dans les années 70-80. François Ferkataji, Abidjan, RFI. Et l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo commence aujourd'hui un voyage en Europe selon un communiqué de son porte-parole qui ne précise pas le ou les pays qu'il visitera pendant une dizaine de jours pour des motifs exclusivement privés. Fin de citation. Laurent Gbagbo travaille actuellement à la création d'une nouvelle formation politique qui pourrait être lancée dans quelques semaines en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, 2 des membres fondateurs du mouvement de la société civile Y'en a marre présentés aujourd'hui au procureur de la justice après une semaine de garde à vue. Les rappeurs Simon et Kilifeu sont soupçonnés d'être impliqués dans 2 affaires d'escroquerie et de trafic de faux passeports. Simon Kouka aurait loué son passeport français à d'autres personnes, ce qui peut être considéré comme du trafic de migrants et pourrait lui valoir de 5 à 10 ans de prison. Landing Missan Sek alias Kilifeu, lui, aurait facilité l'obtention de visas moyennant finance, délit qui peut valoir jusqu'à 1 an de prison ferme. Des affaires dans lesquelles sont également cités 2 députés de la mouvance présidentielle. En Tunisie, 7 semaines après avoir instauré l'état d'exception, il a renvoyé le Premier ministre et gelé les activités du Parlement depuis le 25 juillet. Le président Kais Saied a annoncé ce week-end la nomination dans les plus brefs délais d'un nouveau gouvernement. Il a également évoqué une future réforme de la Constitution. Kais Saied est toujours très populaire dans l'opinion publique et il s'est d'ailleurs exprimé sur ce sujet ce week-end. C'était lors d'un bain de foule sur l'avenue Bourguiba à Tunis. En revanche, son projet de changement de régime fait face aux réticences de plus en plus de partis politiques et la puissante centrale syndicale l'UGTT, elle n'hésite plus à remettre en cause la stratégie du chef de l'État. À Tunis, Mathias Reynal.
Seul, à la tête de l'exécutif depuis le 25 juillet dernier, Kais Saied a commencé à tracer le contour des grandes réformes politiques qu'il entend mener. Cela pourrait passer par une modification de la Constitution de 2014, validée par référendum. Ce coup de canif au texte adopté au lendemain de la Révolution a provoqué une levée de boucliers de nombreux partis politiques. Enarda, bien sûr, mais aussi des formations qui avaient salué certaines initiatives du président, comme le courant démocrate. Hier soir, plus de 1500 personnes, parmi elles des activistes, mais aussi plusieurs députés avaient signé une pétition en ligne pour dénoncer les menaces qui pèsent, affirme-t-elle, sur la loi fondamentale. L'opposition qui devrait le plus s'inquiéter, le chef de l'État, sera sans doute celle de l'UGTT. La puissante centrale syndicale n'est pas d'accord sur la méthode. Elle a appelé à des élections législatives anticipées pour qu'un nouveau Parlement se saisisse d'une réforme de la Constitution. Le président est toujours soutenu par quelques partis, mais ses principaux alliés se trouvent ailleurs, dans l'opinion où Kais Saied reste très populaire. Selon un sondage publié au mois d'août, près de 95% des personnes interrogées disaient soutenir les décisions du chef de l'État. Mathias Reynal, Tunis, RFI. Et quant à la constitution d'un nouveau gouvernement en Tunisie, le président Kais Saied ne donne pas de date, mais il affirme que cette équipe ministérielle sera formée, je cite, dans les plus brefs délais, après sélection des personnalités les plus intègres. On a appris que dans le nord-ouest de l'Algérie, 13 personnes sont décédées. Il y a également 8 blessés. Cela s'est passé lors d'une spectaculaire collision hier entre un autocar de voyageurs et un camion. L'accident de la route est survenu au lieu-dit Oued Kebaza. Cela se trouve dans la wilaya de Nahama, la préfecture, à 650 km au sud-ouest d'Alger. C'est ce qu'a précisé la protection civile. La gendarmerie nationale en Algérie a ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet impressionnant accident. De son côté, le président Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances aux familles et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Et puis on a également appris qu'hier en Algérie, le journaliste et défenseur des droits humains Hassan Bourras a été placé en détention provisoire, notamment pour apologie du terrorisme selon l'un de ses avocats. Vous écoutez la Radio du Monde, il est 7h42.